il est millénaire. Et il a porté l'histoire, et elle porte encore l'histoire du bourg, qui est devenu une petite ville. Ne serait-ce que par cet emplacement où nous sommes, là, hein, c'était des maisons jusqu'en 1970. Aujourd'hui, c'est la place Jean Monnet, mais elle est toujours en position, enfin, toujours. Elle était en position périphérique jusqu'au début des années 1940-50. Hein. La route de Basemont, c'est que les coureurs vont prendre demain, celle qui mène à Sainte-Colombe, c'était un chemin de terre. La route, c'est celle la grande rue qui va sur Aulnay. Et la mairie, c'est celle-ci, c'est ça la mairie école. La nouvelle mairie, c'est 1975. Donc là, on est en périphérie de village, mais l'église, elle est là. Et puis là, maintenant, elle se trouve au cœur du nouvel auberge en ville, avec la cité d'Acosta qui monte sur le plateau, et elle se trouve en position centrale. Donc sa petite sœur Sainte-Thérèse lui a fait de l'ombre. Et je trouve dommage. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de modifications, mais il y a des choses qui, je pense, j'espère, vous intéressent. Donc voilà ce propos liminaire. On a vu pour le masque, donc ici en extérieur, hein, par courtoisie, vous voyez, si vous préférez le garder, on garde les distances. À l'intérieur, par contre, on le mettra, puisque le père Damien le souhaite. Je voulais commencer, donc on a déjà vu la situation rapidement, je l'ai mise en situation dans la ville ici. On voit comment, voilà, là vous avez encore le château d'Acosta, donc vous regarderez d'un peu plus près. La grande rue est ici en face de la place la place de l'ancien cimetière, hein, la place stationnement maintenant. Ça n'a pas tellement changé. Et par rapport au village, elle se trouve donc, on voit le château du Vivier, enfin la demeure bourgeoise du Vivier, le château d'Acosta et l'église, juste au pied de la route de Basemont. Ça, c'est sa périphérie en 1960, 63, 64, hein, cette photo, puisque le château d'Acosta va disparaître en 64 ou 65, je crois. 64, c'est l'ordre de démolition. 10 ans après, celui de la Garenne à Elisabethville. Alors, ce monument, je voulais commencer là par un centenaire, lecture, un recensement d'après les documents qu'il a trouvés. En 1640, donc il énumère Hélène Gane, Marie Lenné, Ledan, la veuve Raquillère, Robert Duval, etc., qui sont enterrés dans l'église. Pendant des siècles. On a retrouvé que ça comme archive là. Hein, c'est des riches. Non, non, non. Alors il y a des tombes. Alors on va trouver, par exemple, il restera, vous pourrez la voir, je ne l'ai pas mise ici, une stèle tumulaire, c'est-à-dire une pierre qui se trouvait à l'emplacement du caveau de, je sais plus son prénom, Madame de Kerroualan, qui est décédée en 1830. Donc elle était sans doute là. Hein. Les autres, il peut y avoir des nobles aussi. Mais la question qui se pose pendant des siècles, c'est qu'est-ce qu'on fait des ossements, de même qu'un petit cimetière, c'est petit la place là. Des siècles de morts. Il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas le respect. On n'a pas la même préoccupation des dépouilles, des restes des défunts qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pratiquait, on regroupait les ossements, on faisait de la place en les regroupant, et on mettait les nouveaux. Et ça ne choquait absolument personne. Ça existe toujours un petit peu, hein. Parce que quand on n'a plus, quand elles sont abandonnées, on fait la même chose, tout à fait. Et maintenant, il n'y a plus la notion de perpétuité qui pouvait y avoir tout à fait. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. Maintenant, il n'y a plus de perpétuité. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a... Oui, oui, tout à fait. Oui, mais ce sont des tombes qui sont anonymisées, parce que anonymisées, il n'y a plus personne. Alors qu'ici, les 450 habitants du village, ils ont perduré. Enfin, il y a eu décimés par des guerres ou des épidémies. Mais il y a des familles qui ont pu durer et ça ne choquait pas, en tout cas jusqu'à une époque récente. Et quelle est la différence? Pas ici, mais en Bretagne notamment, il y a ce qu'on appelle les enclos paroissiaux. Oui. Donc les cimetières est vraiment autour de l'église. Oui, oui. Bah, si vous voulez, toute proportion gardée, si vous avez là-dessus un propos. Mais là, nous sommes dans un enclos paroissial. Si vous voulez, le cimetière, on a un tout. Mais il n'y a pas, ce qu'on trouve en Bretagne, Saint-Égonec, ou le Guimillot ou
ou ailleurs, il n'y a pas l'aspect architectural que l'on trouve là-bas et qui fait l'originalité de quelques-uns des enclos. Parce que dans les enclos paroissiaux en Bretagne, il y a toujours des inhumations. Ah oui, on fait toujours. Bah ici, bon. Oui. Voilà. Et les municipalités se sont réappropriées progressivement. Bon, faute de place, elles se font plus ici, donc c'est le cimetière en bas, oui, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire de l'architecture encore? On va le voir en se déplaçant un petit peu là. Vous pouvez, si vous en rendre compte, mais il faudrait vous rapprocher, parce que je ne peux pas vous montrer l'original, les derniers travaux qui ont eu lieu pour faire un portail, un porche à l'entrée. Ils sont réalisés, je ne sais plus la date exactement, si c'est le milieu ou la fin du 19e siècle. En tout cas, il y a aux archives municipales, je ne l'ai pas photographié, mais il y a l'esquisse au crayon avec de la couleur d'un portail assez baroque. Hein. Ce porche baroque, on l'aperçoit ici. Avec des petits pinacles qui le surmontent. Donc ce porche date du 19e siècle et il va lui aussi disparaître avec les travaux récents de rénovation. Vous en avez un plus épuré ici. Donc voilà pour la vie et misère de cette église paroissiale, millénaire, qui a subi beaucoup de lifting, mais je crois qu'elle est bien conservée. Elle était bien mise en valeur dans cette place. On a écarté toutes les maisons, on en voit quelques-unes. Vraiment, il y a une promiscuité, hein, les maisons sont à proximité. Étienne Batelier et son fils Joël, qui sont les architectes de la rénovation urbaine du début des années 80, comme Étienne était l'architecte de la nouvelle mairie, hein, 1975, ont mis, alors peut-être certainement en accord avec les édiles de l'époque, ils ont mis en évidence, là, au cœur de cette place, l'église Saint-Ouen. Cette place n'a jamais eu la vie qu'on attendait. Il devait y avoir des magasins, une ouverture, hein, ça devait être un centre de vie. Ça ne l'est malheureusement pas et bah, du coup c'est devenu un centre de stationnement et c'est dommage de voir cette église maintenant enserrée entre les voitures, à la fois sur son mur sud, et là c'est vraiment la proximité, et sur le mur nord aussi. Bon. Juste un mot des... On va aller à l'hôtel. Juste 400 habitants. Les deux Béplas vont donner un maire à la commune au 19e siècle et ils ont un tombeau assez cossu au cimetière d'Aubergenville. Il y a les Randons d'Anneville il y a une plaque au nom de deux enfants de la famille qui sont décédés au début du 19e siècle. La plaque se trouve sur le mur nord, on la verra tout à l'heure en sortant. Et puis la troisième famille, c'est les Kerroualan. Les Kerroualan qui vont être sur la commune très, très longtemps aussi. On a parlé de la pierre tumulus. Ils vont faire des dons. Et bien sûr, la dernière en date, depuis 1790, c'est la famille de Castellane. Il est tout à fait étonnant que les deux Castellane ne se retrouvent nulle part. En ce qui me concerne, je n'étais pas au lycée quand on a choisi le nom de Van Gogh. J'attendais qu'il y ait des classes terminales et je n'ai pas suivi M. Lagal, le premier proviseur. Ils ont choisi Van Gogh parce que la majorité de jeunes collègues du lycée ne connaissaient pas la région. Donc il y avait des artistes, raison de peintre, on a choisi Van Gogh. On avait évoqué Hérault de Séchelles. Mais Hérault de Séchelles, c'est Danton, c'est la guillotine, il n'a pas plu. Mais personne n'a évoqué les deux Castellane qui ont encore un cimetière et qui jusqu'à... suffisait à peine hier à recevoir le nombreux auditoire qui s'était empressé de répondre à l'invitation de la très hospitalière châtelaine d'Acosta, Madame la comtesse de Baulaincourt. Elle repose dans le cimetière de Castellane.
elle est de Baudlincourt par son mariage. Elle est de Castellane de naissance. Le programme des deux offices, messe et vêpres, composé de façon fort éclectique, comprenait un très heureux choix d'œuvres de Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, etc., etc. Et suit ensuite les interprètes. Puis ce fut un concert de félicitations et de gratitude, tant à monsieur le curé d'Aubergenville qu'à la bonne châtelaine d'Acosta. Bon, voilà un événement mondain que l'on trouve les articles identiques dans le journal des débats, dans le Figaro, dans la Croix, 1904. C'est, je crois, le début de l'année. À la fin de l'année, la châtelaine décède et elle sera en cérémonie à l'église à Paris, mais elle sera enterrée donc au cimetière des deux Castellane que je vous ai dit. Donc elle est vraiment au cœur de la vie paroissiale depuis ce XIIe siècle, hein, et l'implantation et le quadrillage européen, français et régional des paroisses par l'Église catholique, et elle le reste encore jusqu'à très récemment. On va rénover. Donc vous avez ici le vaisseau inversé. En fait, il n'y a jamais eu, sauf dans cette construction récente, il n'y a jamais eu de voûte cimentée dans cette église. On peut trouver des traces éventuellement dans la structure en bois qui permettent d'envisager ultérieurement, tout ça n'a jamais été fait. Donc on a choisi ici le dépouillement, mais agrandissement aussi, parce que la commune augmentait en population, on posait la question tout à l'heure, et on a fait disparaître les deux piliers, le circulaire et le carré. On a gardé le diagonal, ce qui permet d'agrandir. Les pierres ont été rénovées. On a retiré toute la décoration, le chemin de croix n'est plus le même. Le chevet aussi a complètement été curé, hein, au niveau de l'autel. On a gardé le Christ, bien sûr. On a gardé un retable en bois, il y en avait deux à l'époque, du XVIIIe siècle. L'autre doit être classé, je ne sais pas s'il fait partie des quelques œuvres classées. On a retiré, alors je parle d'œuvres classées, c'est en 1980 qu'on a répertorié le mobilier classé, fin des années 70, début des années 80, vous n'en voudrez pas. Il y a entre autres cette statue polychrome, en bois polychrome. Il y en a une autre de l'autre côté du pilier, qui a été déplacée, elle se trouvait sur le pilier carré. Il y a une statue en pierre, polychromée aussi, qui date du XVIe siècle. Il y avait deux grandes toiles, j'en ai mis une sur une reproduction là, au moment des travaux, les photos en noir et blanc, vous regardez éventuellement en sortant. Deux grandes toiles qui étaient des copies, toiles 19e siècle, copies de tableaux du 16e. Sont classées et sont, donc, je ne sais pas dans quel musée, en tout cas on ne les a pas laissées ici dans l'église. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau... Alors les vitraux du chœur sont récents. Hein. Le petit oculus qui existait déjà, mais là sur ce vitrail, on a fait apparaître la mitre de l'évêque. Et si vous avez bon yeux ou en vous rapprochant, vous verrez les sous la dédicace au saint protecteur de cette église, Saint Antoine. Le Christ est représenté pas en majesté, là, dans ce vitrail récent, et sur le côté, vous avez un autre vitrail récent qui représente les symboles de l'Eucharistie, que l'on retrouve à Sainte-Thérèse, hein, ceux qui ont vu Sainte-Thérèse avec les épis de blé qui sont autour de l'enfant Jésus. Donc là, vous avez le corps et le sang, je ne sais pas, quand on a le blé, là, je me souviens plus ce qu'on a représenté au corps. On a représenté le symbole du sang du Christ dans le vitrail qui sont lui, je crois, on regardera tout à l'heure. Alors justement, ça m'amène à ceci. Là, c'est un gros indice que je vous donne. Regardez maintenant cette statue polychromée du XVIe siècle et dites-moi qui vous reconnaissez. Ah, quand même.
Il y a un outil. Quel outil? Comme une serpe. C'est peut-être plus précis, mais je n'ai pas le nom. On peut faire quoi avec ça? Nous sommes dans une église, je parlais du sang du Christ. Je parlais du sang du Christ. Ah oui, dans quel c'est Saint-Jacques. Non. Non, le sang Donc, nous sommes dans un village rural, de paysans. Quelle est la culture qui rapporte le plus avec le marché parisien depuis le XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, de la vallée de la Seine, de Limay jusqu'à Chanteloup, les vignerons. Et ici, quel soutien? La petite serpe pour tailler la vigne. Et le saint protecteur des vignerons. Saint-Vincent. Donc, vous avez Saint-Vincent ici qui est représenté tout à fait logiquement dans cette commune de Vignerons-le-Pays. Femme en pierre polychromée qui apparaît sur le mur nord et qui est, celle-ci je pense que c'est difficile de retrouver ses caractéristiques, c'est une statue de Sainte Barbe, hein, qui est la protectrice, pardon? Les mineurs, non? Oui, les mineurs, les artilleurs, les pompiers. Les pompiers. Hein. Donc il y a toute une légende sur cette jeune fille qui a été tuée par son père, et la foudre qui est venue foudroyer, oui, le papa au moment du geste fatidique. Et c'est pour ça qu'elle est, depuis cette date, selon la légende, la protectrice des artilleurs, de tout ce qui est lié au feu. Vous avez le devant de l'ancien hôtel aussi, là, juste ici. Oui. Ça, c'était l'hôtel jusqu'aux années 70. D'accord. Donc on pourrait retrouver. Oui, sur les photos. Oui, on voit les sur les photos. Donc le panneau de bois qui est là. Bon, de même que le baptistère n'a pas bougé de place. Ici, il a été restauré il y a une dizaine d'années à peu près. Saint-Ouen, il est où Saint-Ouen? À Saint-Ouen, on ne l'a pas ici. On l'a pas. Donc la question s'est posée par rapport à cette statue. L'utilisation, j'ai vu souvent évoquer un pèlerin, un ermite. J'ai vu Saint-Joseph une fois. Et le père Daniel m'évoquait il y a quelques instants la possibilité que ce soit saint Thomas d'Aquin. Donc vous avez effectivement ici un moine semblant prêcher, hein, le niveau. Et donc je évoquais tout à l'heure des différentes familles. Mais tout ça c'est récent, les Castellane, c'est du XIXe siècle. Les plats aussi quand ils font leurs dons. C'est pour ça que les vitraux anciens de l'église ne subsistent plus. S'ils existent. Donc le retable en bois. Non, écoutez, il faudrait qu'on vérifie. Parce qu'il y en avait deux. Je dois avoir les photos quelque part. Et ce que j'avais lu, c'est qu'il y en avait un des deux qui était. J'en ai jamais vu la trace. Non. Donc c'était les retables qui sont récents aussi, du XVIIIe siècle. Donc voilà le vitrail que j'évoquais tout à l'heure, récent, là, dans Élisabethville. Et ici, c'est celui de l'école de Montpellier. Il y avait autrefois un vieux monsieur dans la commune, monsieur Marquisio, qui avait fabriqué un orgue. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Marquisio? Ah bon, il avait fait un orgue? Il a été mis peut-être à l'école de musique parce qu'il était valable. Il avait restauré ou... Non, il avait fabriqué. Il était menuisier, donc et musicien. Il était musicien aussi, hein, oui. Et puis, bon, bien sûr, je n'ai pas évoqué là... donc, on a pu tout le dallage. Ah oui, il y a en mairie des plans avec... J'ai voulu les compter, le nombre de dalles, les dimensions, mais j'ai vite abandonné. On a refait tout le dallage. Là, les pierres anciennes et l'accès aux caveaux anciens, les inhumations qu'on évoquait tout à l'heure, bon, c'est plus du tout accessible. On a conservé, on va passer peut-être en sortant là, les deux évocations seulement extérieures, en dehors du monde religieux, c'est de Keroualan. Puis l'autre tombe d'ailleurs, l'autre pierre tumulaire, il n'y a pas d'évocation.
Et puis tous les anciens de 14 qui sont à la sortie, donc sur la droite, là, en sortant. Des noms qui ne sont pas forcément les mêmes que sur le monument aux morts, puisque là on a pu tenir compte, je crois qu'il y a un ou deux décédés après la construction du monument. Donc, on a fait la réunion du prix et tout ça, sauf si quelqu'un veut prendre du cahier et de collimation. Je pense que j'ai fait un photo, mais je vais faire un mais la photo, ça donne un fond, on voit la galerie, mais c'est pas pareil. Elle est dans les archives. Mais par contre, avec un autre angle, non, c'est quand même moins haut que si on monte l'église d'Elisa. Là, on peut dominer. On venait d'Elisa, ça nous semblait vraiment. Oh là là, on était écrasés ici. Ah oui. Alors, oui. Étant enfant, on était. C'est tout le journée. Je crois qu'on n'a pas eu l'occasion. Et puis là, ça fait vraiment tu m'as surpris, invitation. c'est quand au niveau des surfaces, parce qu'en fait, du fait qu'elle soit sombre, etc., elle nous paraissait toute petite par rapport à Elisabeth. Là, si tu veux, Elisa fait 10 mètres 50 en façade. Tu vois, donc là, on doit avoir 10 mètres. Bon, elle est plus profonde. Hein, Ça intéresse est plus profond. C'est le volume. Qui la multiplie par deux. Ah oui. Et la lumière. Mais bon. On sait le nom des cloches d'auberge. Et encore, on a commencé à faire des